Les ondes scalaires. Bonjour tout le monde, donc on va parler un peu de tout ça. C'est une forme de lumière invisible qui est indispensable tout comme l'air et l'eau et les aliments dont nous nous nourrissons. Une expérience sur des lapins enfermés dans des cages de plomb épaisses, nourris et abreuvés, ventilés et éclairés artificiellement, meurt pourtant en 8 jours de ce que l'on pourrait nommer la faim cosmique. Ce qui prouve qu'ils ont été privés d'une part importante de cette lumière, aussi indétectable que vitale. Les chercheurs de l'université du Pirée avancent que notre métabolisme de base nécessite quelques 12 000 calories à fournir chaque jour, dont un quart au maximum proviendrait des aliments solides. Un autre quart serait tiré grâce à nos mitochondries, de l'hydrogène, de l'eau bu et 50% de nos besoins énergétiques seraient fournis par la lumière cosmique touchant Gaïa. Certaines personnes seraient même capables de se passer de nourriture physique et de se nourrir d'air, d'eau et de lumière. Les Grecs, les Indiens, parlaient de l'éther pour désigner ce rayonnement fondamental. Mais c'est Nikola Tesla qui, le premier, put mettre en évidence par l'expérimentation l'existence d'ondes très pénétrantes de puissance suffisante pour être détectées au moins dans la bande des fréquences radio. Ces ondes avaient des propriétés très différentes des ondes électromagnétiques découvertes par son contemporain Heinrich Hertz. Le professeur Constantin May, un physicien allemand de réputation internationale qui a continué jusqu'à aujourd'hui l'œuvre de Tesla, affirme que ce rayonnement est supporté par les neutrinos, les seules particules connues à ce jour pouvoir traverser la Terre entière sans être déviées. Donc, encore que les Japonais ont montré que les neutrinos solaires arrivaient de nuit en quantité 2 fois moindre que ceux qui frappaient le sol durant le jour, donc les neutrinos disparaissent bel et bien sur leur trajet de 12 000 km à l'intérieur de la Terre, ce qui fait grossir la Terre de quelques 19 cm chaque année, selon les tenants de la théorie de l'expansion du globe terrestre depuis sa création il y a 4 milliards d'années. La masse acquise serait de 8 tératonnes, 10 fois à la puissance 12 par an, selon le professeur May. Il faut dire aussi que la dose de neutrinos reçue à la surface de notre planète est énorme, de l'ordre de 60 milliards de particules par centimètre carré et par seconde. Selon les physiciens les plus avancés dans ce domaine, les neutrinos sont de charge électrique neutre, mais peuvent se dissocier en un électron, un positron et un ou des photons. Lorsqu'ils sont ralentis, en effet, les neutrinos cosmiques seraient capables de voyager à des vitesses supérieures à celles de la lumière, produits par les trous noirs géants au centre de nos galaxies, par toutes les étoiles en activité et surtout par les étoiles rouges ou bien par les supernovas. Ils composent quelques 85% de la masse de l'univers, dont la fameuse masse noire. Cette omniprésence de ces grains de lumière très discrets, qui possèdent de plus 4 visages interchangeables dénommés saveurs, devrait-on attirer notre attention? Surtout si ces petites particules surabondantes dans l'univers nous nourrissent à chaque instant. En effet, si elles touchent chaque seconde par dizaines de milliards chaque centimètre de notre corps et le traversent facilement, dire qu'elles ne servent à rien révélerait de la bêtise la plus profonde. Et pourtant, qui en parle? Un peu comme si un poisson au fond de l'océan affirmait que l'eau n'existe pas, car il ne l'a jamais vue. Les biologistes et les médecins sont en fait dans ce cas de figure aujourd'hui avec ces fameux neutrinos. Le professeur May nous apprend que les neutrinos voyagent sous la forme d'ondes dites scalaires, c'est-à-dire sans vecteur défini, et qu'elles s'orientent dans l'espace lorsqu'une résonance, c'est-à-dire une communication, s'établit entre la source et la cible. Ces ondes sont de forme spirale ou longitudinale et non pas sinusoïdes ou transversales, comme les ondes électromagnétiques, ce qui explique qu'elles soient très pénétrantes et qu'elles soient reçues par des antennes de même forme. Or, les ADN de chaque cellule, d'un végétal, d'un animal ou d'un être humain sont de forme
spirale ou hélicoïdale. De même, les protéines sous leur forme active. Chaque parcelle d'un corps vivant est donc un récepteur à ondes électriques, spirales ou ondes scalaires. Et n'a que peu à faire avec l'électromagnétisme naturel, ondes visibles et ondes radio. À grande distance entre les étoiles, comme à très petite distance entre les ADN de chaque cellule, la communication physique se ferait ainsi par ces ondes spirales. L'avantage est que l'information portée ne diminue pas avec la distance. Nikola Tesla avait, il y a plus d'un siècle, déjà démontré que les ondes et vortex étaient reçus avec un rendement supérieur à 1. La faute à d'autres ondes de même nature spirale et harmonique de l'onde principale ramassée dans l'environnement. Pas besoin donc d'envoyer un signal à forte puissance dans l'espoir qu'il soit reçu avant d'être amorti. Il suffit d'envoyer quelques microwatts et le message porté sera amplifié jusqu'à son récepteur grâce aux ondes harmoniques de l'environnement. Ce bruit de fond très riche constitue ce que l'on appelle l'énergie libre qui est certes de faible puissance de l'ordre de quelques milliwatts disponibles, mais il est suffisant pour amplifier dans l'espace ce qu'émet ou reçoit chaque être vivant qui lui fonctionne à quelques microwatts près. Les arbres chantent, nous disent les aborigènes. Traduit en physique, cette affirmation signifie qu'ils émettent en permanence un quota de ces ondes scalaires, typiques de l'espèce, de la longueur et du volume de l'arbre. Nous aussi, nous émettons des ondes en spirale. Les ondes émises par un cerveau en fonction sont des champs de torsion, nous disent depuis 40 ans les chercheurs russes, c'est-à-dire encore des ondes en vortex. Elles passent les cages de Faraday, à l'inverse de l'électromagnétisme toujours, augmentent leur puissance avec la distance et dès lors que la résonance est établie, elles sont reçues même à des milliers de kilomètres de distance, et ce à faible puissance. La télépathie a pour support ce type d'ondes. Il n'est ainsi pas plus idiot ni ésotérique de développer ces dons de télépathie que de regarder la télévision. Dans les deux cas, il s'agit d'un échange d'ondes entre un émetteur et un récepteur, sauf que la nature des ondes est différente, électromagnétique ou transversale, dans le cas de la télévision, et scalaire ou longitudinale dans le cas de la télépathie. Le fait que nous soyons transpercés à chaque seconde de notre vie par ces ondes scalaires venant des étoiles et du soleil et d'un côté, et de la Terre elle-même, et des êtres vivants qui nous entourent d'un autre côté, nous fait penser qu'elles sont sûrement utiles à quelque chose. Si elles nourrissent effectivement tout corps vivant par résonance, en faisant vibrer ou osciller les ADN, les protéines et les métaux qui sont en nous, le fait de pouvoir domestiquer ces ondes pourrait en faire une source assimilable d'énergie et donc un moyen de thérapie, à condition d'en maîtriser la production et la puissance, et de faire en sorte qu'une résonance certaine soit trouvée entre la source et la personne qui est censée en bénéficier. La première machine à ondes scalaires, c'est nous. La première machine à ondes scalaires utilisable en thérapie est depuis la nuit des temps l'être humain lui-même. Entre ses deux mains en opposition se créent spontanément les champs d'ondes échangés entre sa droite et sa gauche, dont la charge électrique est différente. Si le thérapeute inclut entre ses mains ouvertes une personne malade qui par définition perd beaucoup d'énergie et donc en a besoin toujours plus, il suffit que le magnétiseur se relie à la source ou à une source, qu'elle soit cosmique comme le soleil ou bien spirituelle comme un autre être humain et donc en étroite résonance avec lui-même pour que l'énergie neutrinos, électron, passe de sa source à son patient. Dans toutes les cultures depuis des milliers d'années, l'homme médecine est non seulement un connaisseur des plantes et des arômes, mais aussi un chaman capable de canaliser pour ses proches l'énergie de type scalaire ou longitudinale de l'environnement. Ce flux existe. 60 milliards de particules par centimètre carré par seconde. Il suffit de le concentrer. Mais avant même de transmettre cette énergie à une tierce personne, il s'agit d'abord de se servir soi-même. Simplement en ouvrant les mains pour soi. C'est l'attitude naturelle d'une personne qui prie, les mains jointes ou bien celle du sage qui médite, les bras ouverts. Dans l'espace proche créé entre les mains, il est certain que le champ des ondes émises par une personne est de type scalaire. Au moins à distance de la longueur de la main et du bras divisé par 2π, soit un peu plus de 6, disent les physiciens. Autour de ces ondes ainsi créées
s'enroule la lumière scalaire de l'environnement proche modulée par les battements du cœur, du méditant et les différents rythmes produits par son cerveau au repos grâce à un état de conscience modifié très réceptif. Toutes les religions et toutes les spiritualités du monde ont demandé à leurs pratiquants de prier et ou de méditer, car toutes les traditions savent depuis toujours que cette attitude renforce la conscience, le mental et le corps physique de l'adepte. Bien sûr, il n'y avait pas d'explication scalaire autrefois, mais la physiologie de ces ondes telles que formulées aujourd'hui permet de souligner au moins l'aspect physique bénéfique de ces pratiques. L'exercice physique harmonisé par les asanas du Hatha Yoga ou bien par les enchaînements proposés du Tai Chi Chuan, du Qigong ou de la danse sont une autre façon de capter la lumière, cette fois par son corps en mouvement. Celui-ci produit à l'expire des ondes mécaniques, il absorbe à l'inspire la lumière proche en vortex harmonique de la longueur de ses bras, de ses jambes et de l'ensemble de son corps. Il existe 1000 voire 10 000 exercices ou postures différents permettant de tonifier toutes les parties du corps, de gaver ses cellules de lumière et en même temps ainsi de renforcer sa conscience. Le chant et les mantras sont aussi constitués par des expires prolongés et modulés qui permettent à l'inspire suivant une prise d'énergie d'autant plus puissante que la personne qui chante est reliée à une source qui est signifiante pour elle. Cela peut être une source physique ou cosmique de lumière comme le soleil ou l'univers tout entier. Mais cela peut aussi être une source plus spirituelle et donc plus humaine qui émet des ondes mentales au plus proche d'une résonance possible avec le chanteur. Remettez-vous donc à la prière et au chant. C'est bon pour votre santé. Capter ces ondes proches en état modifié de conscience vous relie au cosmos ou au divin. Cela recharge vos membranes au sens strict, apaise vos douleurs et réchauffe votre corps tout entier. La méditation et la prière fonctionnent-elles? Même que lorsqu'une personne prie ou médite, son rythme cérébral chute dans la zone alpha, 8-12 Hz. Par le simple fait d'avoir les yeux fermés, si le méditant ou le priant calme sa respiration et revient régulier autour des cycles d'ondes cérébrales de 8 Hz. Il entre de facto en résonance avec la première fréquence Schumann qui est de très exactement 7,83 Hz. Or, cette fréquence est la première d'une série d'harmoniques qui sont caractéristiques de notre petite planète, de cette mensuration, de l'épaisseur de sa stratosphère et de sa vitesse de rotation. Il y a toutes sortes d'informations qui circulent sur Internet selon laquelle cette première fréquence de Schumann, 7,83 Hz, aurait changé et en serait à présent à des valeurs autour de 12 voire 13 Hz, ce qui fait beaucoup rire les physiciens comme le professeur May, car cette rumeur est parfaitement fausse, absolument impossible même. Pour en revenir à Schumann et aux condensateurs terrestres, tous les mammifères sur la Terre ont un diencéphale, qui est calé sur cette fréquence de 7,83 Hz. Valable donc au ras du sol terrestre, là où tous les humains vivent. C'est si vrai que lorsque les cosmonautes partent dans l'espace, chacun son avis là-dessus, et tournent autour de la Terre à 250 km d'altitude, ils souffrent du mal de l'espace ou du mal de mer. Et la NASA a dû mettre au point un petit générateur d'un signal de 7,82 Hz qui se place dans les capsules spatiales et qui corrige cette affection. Dans notre vie active, au cours de la journée, nous sommes au rythme cérébral bêta, soit environ 25 Hz. Dès que nous nous couchons le soir, pour nous endormir, nous passons par la phase alpha, 8-12 Hz, puis θ, 6-7 Hz, puis delta, 4 Hz. Cet état modifié de conscience nous permet certainement de mieux absorber les ondes scalaires de notre environnement, même si elles sont la nuit 2 fois moins nombreuses que le jour. 30 000 milliards de neutrinos par centimètre carré par seconde, tout de même au lieu du double. Si nous nous arrêtons par la prière ou la méditation à 7,83 Hz, nous entrons en résonance avec la Terre et nous pouvons prendre cette énergie de l'environnement peut-être 2 ou 3 fois mieux que durant le jour où nous sommes actifs, certes, mais dispersés. Donc le fait de prier ou de méditer non seulement nous met en résonance avec la source d'énergie infinie qui est notre globe terrestre via le 7,82 Hz, mais en plus, cela nous permet d'ouvrir nos mains, antennes et de concentrer ce champ ambiant
tout proche de nous bien plus que si ce geste était négligé. La méditation, comme la prière, sont donc des états de conscience modifiés qui nous rapprochent de notre planète d'une part, qui nous changent littéralement en énergie telluro-cosmique par résonance. Au-delà, dans cet état de calme intérieur, une résonance plus spirituelle, donc plus spécifiquement humaine, peut être trouvée, ce qui correspond à un autre type de source d'énergie, plus mentale et moins cosmique. Mais il s'agit bien là d'une énergie très concrète. Une source qui nourrit tout autant, sinon plus, mais autant le soleil est unique pour tous, autant chaque priant a une source spirituelle signifiante pour lui, avec laquelle il entre en résonance selon sa culture et son éducation, qui n'est pas forcément celle de son voisin. La diversité des sources d'inspiration pour la prière étant aussi importante que la diversité de la flore et de la faune à la surface de la Terre. Capter les ondes scalaires à partir de l'environnement est bien heureusement une réalité qui nous occupe tous à chaque seconde de notre vie, et ce depuis notre premier souffle. En fait même un peu avant, déjà dans le ventre de notre mère. Sans les explications des physiciens comme le professeur K. Mail concernant les ondes scalaires dont les propriétés sont très différentes des ondes électromagnétiques, cette partie de notre physiologie, et donc nous serions restés sans ressources pour essayer de l'amplifier, le cas échéant. Pourtant, dès qu'une personne tombe malade et souffre, à côté des aspects biochimiques de sa maladie, il s'agit de prendre en compte aussi les aspects biophysiques, jusqu'à présent parfaitement ignorés par toutes les facultés de médecine du monde. Par le passé, il y a eu de nombreuses tentatives pour produire artificiellement une certaine forme d'énergie assimilable et en faire profiter des personnes malades. Il existe aussi de nombreux appareils dits de biorésonance ou de physique quantique, dont l'inconvénient est que justement la résonance entre l'antenne et le patient, à l'exception de l'appareil à double antenne et à ondes scalaires du professeur Miel, ne peut être démontrée lors de chaque séance de traitement. On ne sait jamais en fait si le patient reçoit ou pas les informations qui lui ont été envoyées. Et les résultats de ces appareils mal conçus ne sont en général pas à la hauteur des espérances, très inconstants, voire pour certains inexistants malgré leur prise élevée. Ce problème tient à la forme des antennes qui ne produisent que des ondes transversales ou électromagnétiques, et non pas longitudinales ou scalaires. En fait, les développeurs de ces technologies, à l'exception de la technologie allemande Oberon dérivée du Métatron russe, ne connaissent tout simplement pas la réalité des ondes scalaires et leur importance en physiologie. Toutefois, par le passé, même sans les nommer ou les décrire, quelques découvreurs ont été capables de produire de telles ondes scalaires. Et même si les générateurs qu'ils ont créés avaient beaucoup de défauts, ils obtiennent des résultats assez remarquables. Je vous laisserai faire vos recherches sur ce point. Je vous donnerai juste quelques noms. Royal Raymond Riff, par exemple, Antoine Prioré, professeur Potritzel de Bordeaux. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne écoute, profitez bien, faites vos recherches et surtout, apprenez, nourrissez-vous. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.